Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Livre Hebdo. Je m'appelle Léon Catan et aujourd'hui, à quelques jours de la 21e édition du Polar, nous nous retrouvons pour parler de ce sujet et ça tombe bien parce que nos invités connaissent bien le sujet. Je suis en compagnie de Guillaume Dumoulin, éditeur et cofondateur des éditions Héraclès. Bonjour. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous parler des livres choisis par Héraclès ? Alors oui, pour nous, on a fait une sélection. Alors c'est une sélection de fait, c'est une jeune maison d'édition, Héraclès Éditions. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le polar, sur 2 aspects. L'aspect patrimonial d'abord, sur des ouvrages qui sont issus de la littérature policière, du roman noir, de l'espionnage, du thriller, avec des traductions que l'on travaille notamment pour faire connaître des auteurs étrangers, et notre sélection aussi de jeunes auteurs, en tout cas de primo-auteurs pour certains, pour découvrir les nouvelles plumes, les nouvelles façons de traiter de ces sujets. Donc je dirais, si j'avais à définir cette sélection, c'est éclectique et très large dans les genres. On pourra y revenir bien sûr après. Une question qui est beaucoup revenue, c'est du point de vue des valeurs écologistes, voire de la présence même de la nature dans ces sélections-là. Oui, alors dans ce premier opus d'une trilogie qui s'intitule Mémoire d'un espion, on va suivre effectivement, et l'auteur C. de Bernard est un spécialiste de la question, puisque lui-même, dans sa vie d'avant romancier, était sur des théâtres d'opération pour diverses raisons. Et dans Arctique, Dossier secret, il a abordé la grande question du Groenland, qui est une question à la fois politique, mais évidemment environnementale, écologique. On l'a vu d'ailleurs avec la récente prise du pouvoir aux États-Unis, qu'il y avait un enjeu réel sur des territoires. Et donc là, on n'est pas dans l'intimité de la forêt, dans sa valeur symbolique, ou dans la lutte sur des terrains vraiment de lutte éco-terroriste ou écologique. Voilà, on pourrait aussi questionner cette notion d'éco-terrorisme. Là, on est dans des grands enjeux géostratégiques, géopolitiques, et on va suivre en fait comment des services de renseignement, dans ce cas de Arctique Dossier secret, qui sont des services de renseignement entre la France et le Canada, parce qu'il y a aussi une grande part de partage on va dire dans les défis environnementaux, de partage du pouvoir, de comment est-ce que les grands pays, les grandes nations s'organisent pour répondre à ces choses-là. Et la question est très pertinente sur le sujet environnemental ou écologiste ou écologique, puisque la suite et le deuxième tome de C. de Bernard, c'est Coltan, et c'est au sujet de terres rares qui sont là en Afrique et qui deviennent des objets de convoitise ici. Et donc effectivement, le polar, ou là le thriller d'espionnage, permet d'explorer d'un point de vue macro aussi les grandes questions qui animent en fait les destinées du monde. Et donc on va suivre différentes missions, et dans Arctique Dossier secret, on va découvrir comment sont manipulées des tribus autochtones par des médias, comment est-ce que des grands États ou des services vont interopérer ou opérer les uns contre les autres pour finalement asseoir la puissance de certains États ou de certaines entreprises. J'en profite pour vous demander aussi où est-ce que vous vous positionnez par rapport au lancement de séries, puisque vous en lancez plusieurs ces derniers temps. Donc il y a celle-ci, mais on a également Goodbye Money Money, le tome 1, et le tome 2 de Voyage en Terra Nullius de Thibaut Blondel. Effectivement, on quitte pas vraiment la question environnementale ou géostratégique. Thibaut Blondel, c'est un jeune romancier qui a publié déjà 2 romans
pas du tout polar chez Léo Scheer et qui, quand on l'a rencontré, nous a dit j'ai envie de redonner quelque chose dans le polar pulp, j'ai envie d'explorer un genre qui a été mis de côté. Et donc ce polar pulp, on revient aux origines populaires du roman, du polar. C'était des petites éditions américaines en série dans des magazines avec un côté à la fois déjanté et ironique, parfois même subversif, un peu comme dans le fanzine, mais qui venait sinon pasticher, mais s'appuyait sur un genre, et là le genre du polar. Et donc Thibault Blondel, avec lui on a échangé énormément. Et il nous a proposé une trilogie. Et effectivement, on travaille beaucoup sur les séries parce qu'il y a un intérêt à développer une intrigue. Et je pense que les lecteurs aussi aiment bien s'attacher à un ou plusieurs personnages et pouvoir suivre finalement une intrigue avec plusieurs épisodes. Je ne sais pas si on en parlera, mais effectivement aussi dans l'audiovisuel, dans les adaptations, il y a de plus en plus non plus des adaptations sur un roman, un livre, mais bien des séries qui se déploient de saison en saison et même des écritures, des préquels, des choses qui se font. Donc avec Goodbye Money Money, c'est le premier opus d'une trilogie, donc polar pulp, déjanté, subversive, qui vient un peu bousculer les codes du polar et pour autant poser des grosses questions géostratégiques. Et Voyage en Terra Nullius, c'est aussi une question, on va dire, géographique, puisque Terra Nullius, ce sont les terres sans maître, et Thibault Blondel nous emmène à travers le personnage du loser détective Frank Wings, nous amène dans des péripéties qui vont nous amener même au-delà de la Terre, presque dans l'espace, enfin j'en dis pas plus, mais en tout cas il y a une notion dans ces séries aussi on va dire de continuité des problématiques qui se posent, dont effectivement aujourd'hui l'environnement, l'écologie, notre rapport à la nature, notre rapport à l'animal, comment est-ce qu'il se pose? Une question d'un de nos inscrits qui nous demande pourquoi la majorité des polars n'a-t-elle comme ressort que le meurtre à résoudre. Peut-on écrire un bon polar sans ce lieu commun qui est le meurtre? Effectivement, derrière cette question, pour moi, il y a deux choses. Déjà, la définition de ce que c'est que le polar. On en a tous une idée particulière, mais en fait, c'est un genre très éclectique, très, très large. Et on le voit d'ailleurs parmi toutes les thématiques qui peuvent être abordées, les styles littéraires, les combats qui peuvent être menés aussi à travers cette littérature. Je pense qu'il y a une fascination pour la mort. Dans ce que l'on appelle la littérature plutôt noire, opposée à la littérature blanche, qui était la grande littérature, et le roman noir, le roman populaire, le polar, enfin tous ces genres qui étaient considérés comme des sous-genres, effectivement, par voilà, toute une partie, on va dire, de l'intelligentsia littéraire mondiale, enfin, ou internationale, aussi bien en Russie qu'en France, en Europe. Et que le polar s'est développé. Je relisais ce matin les premières pages d'Hôtel du Nord de Jeanne Daby, et c'est un genre qui était très populaire, qui a permis à beaucoup de personnes aussi de rentrer dans la littérature, dans peut-être la petite littérature, mais qui aujourd'hui est une littérature très, très, très puissante et très, très large, qui intéresse beaucoup de monde. Et quant à la question de la mort, évidemment, on la rencontre, mais aussi dans la littérature blanche, pas que dans le polar. Je pense que la question, c'est cette fascination des auteurs et des autrices pour cette question qui se pose à tout être humain, qui est notre finitude. Quand est-ce que cela s'arrête? On peut mourir de notre belle mort, et je le souhaite à tout le monde, mais on peut être aussi assassiné, on peut avoir un accident, on peut perdre la mémoire, on peut être perdu dans la forêt, et ça, ce sont les grands rendez-vous de la vie. Et effectivement, ils ont leur face sombre, mais je pense, et on en parlera, il y a aussi dans cette littérature des espoirs, des lumières qui s'ouvrent, et c'est par contraste. Je pense plutôt que le côté de la mort est exploré.
Et je dirais qu'il faut aussi vraiment s'attacher à cette notion que la littérature polar est une littérature populaire et qui amène énormément de monde à ça. Et pour clore sur cette question-là, on a réédité les textes d'André Gide autour de cours d'assises, tous ces textes sur des grandes affaires mythiques, voilà. Et il y a une fascination pour finalement l'obscur, le sombre, parce qu'on a besoin d'expier peut-être certains de nos aspects. Aux éditions Héraclès, Guillaume Dumoulin, vous faites aussi un bond dans le passé, et en même temps un passé qui est un peu plus récent, vu que dans Mors Majorum, la toile de fond, c'est le Paris de 1994. Donc voilà, je ne sais pas trop si on peut parler de polar historique, mais mine de rien, ça commence à faire longtemps. C'est vrai que quand on en a discuté de Mors Majorum, donc de Wacy Leroy, c'est un premier roman d'une trilogie également. Et Mors Majorum, c'est la devise des képis blancs de la Légion étrangère, parce que le personnage principal, qui est un agent de la police judiciaire, est un ancien légionnaire. Et donc on rentre, oui, dans l'histoire. 1994, c'est 32 ans déjà. Donc 1994, moi j'avais 10 ans. Effectivement, on rentre dans l'histoire, mais l'histoire immédiate, et c'est ça qui est intéressant dans le polar et dans le genre du roman noir, c'est que l'histoire immédiate ou l'histoire récente nous permet de soulever des problématiques qui quand on est plongé dans le XVIe, XVIIe siècle et des querelles entre les troupes de théâtre de l'époque, on retrouve les mêmes querelles dans cette histoire plus récente. Et je dirais, il y a l'histoire immédiate, celle que l'on vit, celle que les personnages, le narrateur vit. Et ici, dans Mors Majorum, c'est vraiment l'histoire personnelle qui se confronte à l'histoire réelle, vécue de cet ancien légionnaire qui est devenu flic à la PJ, qui va arriver au 36 quai des Orfèvres et se retrouver en plein Paris, en plein Belleville, en face de cas sordides, et qui vont faire écho à sa propre histoire au sein de la Légion. Et donc il y a dans cette, je dirais, cette dimension historique, à la fois la notion du témoignage, c'est-à-dire laisser une trace dans l'histoire et raconter cette histoire à nos contemporains, puisque cette histoire immédiate explique, ou presque immédiate, explique notre présent. Et donc c'est dans cette profondeur-là que, je dirais, le polar apporte des réponses, apporte aussi des questionnements. Et donc par rapport à notre époque, que l'on se projette 3 ou 4 siècles en arrière ou 30 ans en arrière, c'est ce pas de côté, c'est cette distanciation qui est mise par le narrateur et par les personnages et par cette histoire. Et donc ce flic va se retrouver à la fois à interroger des scènes de crime qui sont des scènes de crime de rue. Très, très clairement, dans Mors Majorum, on est là dans un acte littéraire polar très fort, puisqu'il y a un travail sur la langue, un travail sur l'oralité, qui est aussi une des particularités du polar. On travaille beaucoup les dialogues, et là, je dirais, dans une tradition littéraire à la Manchette, à la Eugène Daby, voilà, trouver finalement des nouvelles formes d'écriture de la réalité. Et là, le polar et l'histoire permettent de mettre en perspective les choses. Et donc, ce Sikorski, c'est le nom de cet ancien légionnaire devenu commandant de police au 36 quai des Orfèvres, se retrouve à devoir résoudre finalement les problèmes d'un quotidien, et qui, malheureusement, continue de résonner dans notre société. Et donc, finalement, je crois que la question historique se pose pour nous interroger sur notre présent et quelle société nous souhaitons dans l'avenir, et que parfois découvrir ce qu'était l'histoire, ces querelles, ces petites affaires de la rue, éclaire sur le chemin peut-être que l'on veut ouvrir.
Guillaume Dumoulin aux éditions Héraclès. On a aussi la sortie de Chiara, Désillusion, donc Désillusion, joli jeu de mots, d'Agnès Naudin. Effectivement, Agnès Naudin, c'est une ancienne flic, enfin elle est encore fonctionnaire de police, mais elle a publié des ouvrages plutôt documents avant de se lancer dans la littérature et où elle dénonçait, où elle expliquait, elle racontait en fait son approche de flic à la brigade des mineurs, ses rapports dans la police, comment est-ce que cela se passe avec des victimes, avec comment ça se passe avec des suspects, comment est-ce que se déroule en fait toute cette histoire depuis l'intérieur. Et après ces livres documents qui ont eu un bon retentissement à l'époque, elle a voulu se plonger dans la littérature pour développer un autre point de vue et son point de vue là de femme. Et c'est pour ça que cette question me paraît essentielle. Effectivement, la littérature polar est plutôt polarisée sur des auteurs masculins et pour autant, il y a des autrices extraordinaires à découvrir. Et donc alors c'est le premier opus, encore une série d'une tétralogie. Donc on suit un personnage qui est Chiara, qui est une jeune capitaine de police qui débarque à Marseille, pareil dans une histoire assez récente, dans les années plutôt 2000 et 2000-2010, et qui va se retrouver confrontée à plusieurs cas de viol en série. Alors cette notion aussi voilà, de séries qui arrivent, des choses difficiles à élucider, mais en même temps des histoires du quotidien absolument sordides. Et je pense que la place des femmes dans la littérature, elle est dans l'approche sensible, bien différente, même s'il n'y a pas à genrer particulièrement, mais bien différente d'auteurs plus masculins. Et Agnès Naudin nous embarque en fait à la fois dans son ressenti de femme, comment est-ce que sa vie finalement répercute ou influe sur les choses qu'elle doit résoudre, les cas qu'elle doit résoudre, les témoignages, les entretiens qu'elle doit avoir avec ses victimes qui ont subi, c'est la brigade des mineurs à Marseille, donc c'est des crimes intrafamiliaux sordides. On rentre aussi dans l'écriture féminine, dans un soin du détail, un soin de vérité, d'approcher quelle est cette horreur. Et je pense que justement les autrices amènent vraiment une sensibilité qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui amène une énorme diversité. Et donc dans ces désillusions, dans ces illusions perdues, la narratrice, Chiara, a une sœur jumelle, et cette sœur jumelle se retrouve face à elle dans un jugement, puisque ce sont essentiellement des minutes de cour d'assises. Cette capitaine de police se retrouve aux assises, à assister au procès, et donc on suit avec des flashbacks de ces interrogatoires, on suit l'histoire, et on suit aussi les différents fils qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent à la fois du côté des victimes qui parfois vont protéger leurs bourreaux et en même temps la difficulté de rendre justice. Et donc avec cette gémellité au sein de ce premier opus de Chiara, on va découvrir une relation aussi personnelle, une enquête entre ces deux femmes, ces deux sœurs jumelles, qui l'une rend la justice, l'autre abreuve ou en tout cas enquête pour rendre justice. Et donc c'est une double sensibilité qu'on découvre, et c'est pour ça que nous on défend, on souhaite et on appelle même les autrices à porter leur sensibilité dans le roman parce que ça apporte une énorme diversité et que ça permet de soulever aussi des thématiques qui sont beaucoup moins abordées, justement plus personnel à mon goût, et parfois même plus sombre encore que certaines limites que des auteurs hommes se donnent.
Comme on l'avait promis à nos spectateurs et spectatrices, on va finir sur une note un peu plus lumineuse avec un roman que Jean-Baptiste Andréa, prix Goncourt 2023, a qualifié d'Ode à la joie, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif pour un polar, qui est publié chez vous, Guillaume Dumoulin, aux éditions Héraclès, et qui s'appelle Le secret de Joseph Conrad, d'un auteur que vous aimez bien par ailleurs. Alors, c'est un auteur de polar noir, R.J. Ellory, qui est connu pour toutes ces histoires, ces mystères, ces histoires de nature, de forêt, de meurtre, d'enquête. Et comme en France notamment, mais effectivement, on a souvent, on catégorise souvent quand même les gens, on les met dans des cases et je pense que justement la littérature ne devrait pas souffrir de ces catégories. Eh bien, R.J. Ellory, quand on l'a rencontré il y a bientôt un an, avec Gauthier Dupont, mon coéditeur et associé et ami, nous avons proposé à RJ, on lui a dit, bah écoute, nous, on aimerait bien publier un ouvrage que tu as. Et il nous a dit, j'ai quelque chose pour vous, c'est un roman lumineux, c'est un polar, mais c'est lumineux. Effectivement, les éditeurs, en tout cas, n'en voulaient peut-être pas. Et il nous a dit, celui-là, il est pour vous, allez-y. Donc on a entamé une traduction avec RJ, avec Gauthier. Voilà. Et pourquoi? Parce que le message y est absolument lumineux et merveilleux. On ne perd pas le côté du thriller et de l'enquête et du polar, puisque c'est R.J. Ellory. On l'a appelé thriller existentialiste parce que c'est aussi une enquête existentielle d'un personnage. Il y a donc au début de ce roman la décision d'un homme qui travaille dans des bureaux dans le centre de l'Angleterre et qui arrive parfois 2-3 minutes en retard au bureau, qui a des remontrances de sa hiérarchie, enfin bon, qui vit une vie assez banale. Et puis un jour, on lui dit, bon, bah, y a un plan de licenciement, tu vas toucher tant de pounds, est-ce que tu veux partir? Et il dit, bah oui, ok, je le prends et je vais réaliser mes rêves. Et donc, il prend ce petit peu d'argent et il décide de voyager en Europe. Il va se retrouver à Paris, puis en Irlande, etc. Et c'est Joseph Conrad donc, ou Conrad, tout dépend comment on le prononce, mais c'est le premier personnage qui donc porte le nom d'un grand auteur anglais et beaucoup de personnages que Joseph va rencontrer dans ses différents périples portent également des noms de grands auteurs littéraires français ou anglais. Et on rentre dans une enquête à la fois, je dirais, euh, sordide, parce que Joseph va rencontrer tout un tas de péripéties et va essayer de résoudre finalement, plutôt que de trouver, on va dire, une solution policière à une enquête, il va essayer de trouver la chose qui va permettre à ces gens de résoudre leurs problèmes. Souvent, c'est des problèmes d'argent, souvent, c'est des problèmes... Voilà. Et Joseph Conrad, ce personnage, donc là, le narrateur que l'on suit, va nous emmener dans des résolutions et emmener chacune de ces rencontres vers une issue plutôt heureuse. Et contrairement à ce qu'il pensait, ce personnage, bien qu'il ne pense pas grand-chose, parce qu'on découvre en réalité qu'il n'a pas de but, qu'il souhaite juste répandre la gentillesse autour de lui, donner un bon sens à faire connaître pour que justement peut-être l'humanité aille un peu mieux. Donc il y a comme dans toute médaille sombre, il y a une face aussi lumineuse. Et dans Le secret de Joseph Conrad de R.J. Ellory, on est dans cette lumière. On quitte un peu les sentiers battus de l'écriture de Ellory, qui d'ailleurs continue, hein, bien sûr, dans le polar noir,
mais on est très heureux de pouvoir donner à lire au lecteur, en tout cas, cette face différente de cet auteur. Et parce que oui, le polar, ce ne sont pas que des histoires de sang, de meurtre et de sévices et de conflits politiques, de pouvoir, de propagande. C'est aussi un message humaniste, un message de lumière. On se sert, ou les auteurs se servent, et je dirais même les éditeurs, se servent de ce ferment sombre pour pouvoir véhiculer, bien évidemment, des messages qui sont des messages positifs. Là, c'est assumé par R.J. Ellory, mais je crois que ça transparaît dans chacune des histoires qu'on a pu découvrir. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le polar est un point de départ, ou le sombre est un point de départ, mais bien évidemment pour venir éclairer nos vies, éclairer nos consciences, éclairer nos choix et éclairer le monde à venir. Eh bien justement, ça rejoint la dernière question que j'avais pour vous. Donc elle vient d'une internaute qui dit: que conseilleriez-vous à ceux qui cherchent un entre-deux au trop sombre et au cosy mystery? Guillaume Dumoulin, j'ai une petite idée, mais peut-être que vous allez me surprendre en fait. Alors, comme on vient de parler du secret de Joseph Conrad, qui à mon avis répond bien aussi à la question, nous c'est vraiment le polar pulp, donc la pépite, Thibaut Blondel, Goodbye Money Money, premier opus, les aventures de Frank Wings. On rentre là dans une littérature subversive, déjantée, on rentre dans un genre littéraire qui a été abandonné, il y a beaucoup de dynamisme et ça permet finalement de mettre un pied dans la littérature plus sombre, et ça permet aussi d'apporter de la diversité, je dirais, dans l'approche de ce genre, et donc beaucoup de rythme, beaucoup de scènes presque cinématographiques, et donc voilà, ce serait notre choix à mi-chemin entre le cozy mystery et le polar noir, sombre. Parfait, bah merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.